Bonjour et bienvenue sur Libre Média. Avec ici et maintenant, autrement, nous donnons la parole à des acteurs du changement qui apportent un regard et des solutions originales pour répondre aux grands enjeux de notre société. Aujourd'hui, je reçois Sylvie Bergeron, qui est la fondatrice et la présidente de Connexion U. Connexion U est une OBNL qui a pour vocation de protéger l'être humain et la démocratie dans l'économie numérique. Bonjour Sylvie. Bonjour Alain. Alors Sylvie, si on reprend un peu l'actualité des dernières semaines en matière d'économie numérique ou d'identité numérique, je vais commencer par citer notre ministre québécois de la cybersécurité et du numérique, qui a déclaré au début du mois d'août la chose suivante: chaque Québécois portera bientôt son identité numérique dans son téléphone cellulaire. Et d'ici 4 ans, elle sera reconnue partout au Canada. Première déclaration donc, du ministre au Québec. Donc ça plante un peu le décor par rapport aux intentions de notre gouvernement provincial. Ailleurs au Québec, de nombreuses provinces ont également mis en place des programmes similaires, donc avec des degrés d'avancement plus ou moins aboutis. Et puis également, le 5 août dernier, le gouvernement fédéral a présenté son ambition digitale 2022. Donc là, c'est un grand programme qui est annoncé au niveau fédéral afin de présenter une vision stratégique du gouvernement du Canada pour la mise en place des services numériques, de la cybersécurité, également pour recruter des talents et se pose également la question de la vie privée. Donc un nouveau programme qui est lancé également et les différentes déclarations, je dirais, des membres du gouvernement semblent indiquer que le Canada veut être en pointe au niveau mondial en ce qui concerne la mise en place de ce type de programmes digitaux. Sinon, plus récemment, on a vécu également le passeport vaccinal, qui était peut-être une première expérience à grande échelle d'utilisation d'outils numériques pour surveiller, je dirais, un petit peu contrôler l'accès effectivement à différents commerces et services. Et puis, un autre exemple qui fait l'actualité également avec l'application ArriveCan, qui permet également là aussi de filtrer les arrivées, de contrôler les gens dans leur protocole sanitaire. Enfin, un dernier élément sur lequel Connexion U a été actif avec la Caisse des Jardins. On aura l'occasion également d'en parler au cours de l'entretien. Alors, peut-être avec vous, Sylvie, en guise d'introduction, voilà un petit peu quelques exemples pris dans l'actualité récente. Est-ce que vous pouvez peut-être compléter ça pour nous dresser un peu un portrait des grands enjeux qui semblent sous-tendre ces questions d'identité numérique et de numérisation de la société? La première chose que j'ai envie de répondre à tout ce que vous venez de mentionner, comme le portrait que vous venez de faire, c'est que les élus sont extrêmement fascinés par l'intelligence artificielle et par tout ce qui serait numérisation de la société. Ils sont fascinés parce que c'est comme si on a une panacée à tous les problèmes sociaux. Donc, pour chaque problème social, on valorise constamment cette procédure qui est la numérisation de notre identité et notre capacité à faciliter notre vie dans les commerces, avec le gouvernement, etc., etc. Et c'est cette philosophie davosienne, je goût de dire, qui est mise sur la table et qui est valorisée par les gouvernements actuels. Donc, on a vu le passeport sanitaire avec le code QR, comme vous l'avez dit. On a vanté ces usages, mais on les a obligés, on a forcé les commerces à utiliser le code QR. Les commerçants n'ont jamais accepté de plein gré. Aujourd'hui, ils sont entrés de plein pied avec le gouvernement parce qu'ils n'ont pas eu le choix, sinon ils étaient soumis à des amendes salées à l'époque. Donc, rappelez-vous que durant la pandémie, si les commerçants n'obéissaient pas au gouvernement en raison du décret, ils avaient une amende de 6 000 $ minimum là, et plein d'autres problèmes liés à leur trafic de commerçants. Donc, ça, c'était déjà une première extorsion de consentement à la population d'accepter que les commerçants obligent les clients à utiliser un code QR pour rentrer dans leur commerce et donc faire des achats vitaux la plupart du temps. Le reste, bon, de luxe, on s'en fout, mais c'est vital, en fait, aller chez les commerçants de proximité en particulier, ce qui a donné éventuellement beaucoup de mordants à Amazon et aux GAFAM qui ont aspiré le commerce du détail vers leur site web. Bon, ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a eu le portefeuille d'identité numérique qui s'est mis en place.
durant la pandémie. Et puis, le portefeuille d'identité numérique, ben, j'en ai parlé de long en large sur le site web là, de Connexion EU, mais ça constitue en deux choses, c'est-à-dire qu'on veut vous faciliter votre vie en vous offrant seulement un mot de passe, une identité que vous aurez à utiliser partout en tout temps. Donc, la vie est belle. Vous prenez avec votre cellulaire, votre code QR, votre identifiant. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est comment le gouvernement va gérer tout ça. On pourra en parler tout à l'heure. Et les questions éthiques, les questions de conflit d'intérêts, les questions disons, par rapport aux chiens de garde de notre société, qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce qu'ils peuvent aider les citoyens à se protéger dans toute cette histoire-là? Je vais développer avec vous tout à l'heure. Et enfin, le gouvernement canadien, effectivement, a commencé à développer ces procédures aussi concernant une identité numérique, mais en plus, avec Horizon Politique Canada, il est en train de regarder comment créer des nouvelles politiques pour encadrer le transhumanisme. Le transhumanisme, les gens entendent parler de ça vaguement, mais là, ici, on n'est plus dans la fiction, on est dans le gouvernement fédéral qui essaye de regarder comment la transformation de l'être humain en créature hybride, numérique et génomique peut être possible, comment on peut jouer avec du génome humain dans le numérique, comment on peut jouer du numérique dans le génome humain. Et bon, si vous voulez, derrière tout ça, il y a des grands enjeux. Je ne sais pas si vous voulez qu'on aborde ça tout de suite, mais la dernière chose que je voudrais rappeler, c'est que, étant donné toutes ces transformations-là, cette mutation sociétale, on est en train de moderniser des lois pour s'adapter à cette économie numérique en Europe, au Québec, partout dans le monde. Et nous, à Connexion EU, on a vraiment vu une alerte rouge avec l'incident de Desjardins. C'est ce qui nous a fait creuser et analyser la situation pour voir si la modernisation des lois était effectivement à la faveur du citoyen ou non. Oui, c'est intéressant parce que là, vous soulevez de nombreuses questions de fond, hein, la question du consentement libre et éclairé en matière de choix informatique et de choix de vie tout court. La vision de la société et au-delà de la vision de la société, de la vision de l'homme, avec vous parlez donc sur les aspects de transhumanisme, manipulation génétique. Donc là, il y a un débat éthique de société qu'il faudrait avoir, il me semble. Et puis, il y a également cet aspect de consultation du public et de capacité de débattre. Ce qui est un peu inquiétant, c'est avec l'épisode de la pandémie, on a vu que le débat était quasiment inexistant, en tout cas au Québec, très difficile d'avoir des positions qui sortaient, je dirais, du cadre de ce qui était prôné par le gouvernement. Donc là, à vous entendre, on a l'impression que ça va encore beaucoup plus loin que ce qu'on a vécu avec le simple code QR, si je puis dire, et puis la vaccination. Donc, comment justement, par rapport à on a l'impression qu'également que l'ensemble de ces politiques et de ces mises en place s'accélèrent à l'occasion des crises. Est-ce que les citoyens ont un mot à dire? Comment ils peuvent s'exprimer par rapport à ça? Ben, premièrement, les citoyens sont ignorants de ce qui se passe. Deuxièmement, beaucoup d'élus sont ignorants des enjeux qui sont soulevés par les actions qu'ils sont en train de poser. Est-ce qu'il y en a qui sont au courant? S'ils le sont, c'est vraiment un problème. Mais j'ose croire que les ministres qui s'occupent de la modernisation des lois, qui ont fait un beau travail, mais là, plus on analyse les choses, plus on s'aperçoit qu'il y a des failles et on vous les nommera lors d'un prochain direct à Connexion U parce qu'on est en train d'affiner nos analyses. Et ce qui semble pointer présentement comme problème, une des choses, c'est le fait que le gouvernement omet des exigences à la loi de la protection des renseignements personnels. Il omet-il volontairement ou involontairement? Enfin, ça, c'est ce qui nous apparaît depuis l'incident Desjardins. Ça nous a permis de voir ça. Juste pour vous dire que la modernisation des lois, parce que je ne veux pas que les gens pensent que c'est catastrophique, tout est catastrophique. Il faut absolument que les gens voient que, premièrement, l'Assemblée nationale, c'est la maison du peuple et qu'ils doivent s'investir parce que les élus ont énormément de pression de la GAFAM et de Davos et ils ont une vision du monde qui est tirée de forums économiques. Donc, les citoyens doivent devenir plus éclairés pour pouvoir mieux se protéger puis pour pouvoir mieux aider le gouvernement à éviter des dérapages. Donc, la modernisation des lois, entre autres 64 et 95,
le but de ça, c'était d'encadrer les entreprises et le gouvernement, surtout en ce qui concerne l'ensemble des opérations de collecte des données jusqu'à leur destruction. Puis, je vais vous expliquer plus en détail si vous voulez tantôt, mais Desjardins n'a pas répondu à cette loi. Desjardins et la Banque nationale, disons, bafouent cette loi, ignorent cette loi, et c'est un grave problème parce que ça fait en sorte que on est, en tant que client, on cède nos droits fondamentaux en échange du privilège d'avoir accès à notre argent durement gagné. Il y a une distorsion, une torsion des lois là-dedans. L'esprit des lois est tordu. Ensuite, on nous présente le portefeuille d'identité numérique comme un outil pour faciliter la navigation dans l'écosystème numérique. Donc, on vend l'idée que le code QR, dans le fond, c'est l'outil pour magasiner. On ne tient pas compte des gens qui n'ont pas les moyens de s'obtenir un téléphone cellulaire. On ne tient pas compte non plus du fait, ça c'est un autre sujet, de la santé chez de plus en plus de gens qui ont des problèmes avec les ondes électromagnétiques qui sont propagées par le téléphone cellulaire et par les tours de relais d'ondes électromagnétiques, qui fait qu'il y a une population de plus en plus grande qui ne pourra pas avoir accès à ces objets pour toutes sortes de raisons de santé et de coûts financiers. Et tous ceux qui ont une conscience, qui sont de moins en moins intéressés à appartenir à cette vision du monde dont nous pourrons développer l'enjeu tout à l'heure. Puis enfin, pour ce qui est de politique, Horizon Politique Canada, vraiment, ils sont en train de faire des scénarios concernant la fusion de l'être humain, puis ils jettent les bases d'un écosystème bionumérique. Le problème avec la modernisation des lois dans tout ce cadre nouveau, c'est comme si les lois nouvelles vont cautionner l'écosystème, donc ça va donner un statut légal, et si on ne dit rien à propos de notre maîtrise, de notre souveraineté sur nos données personnelles, on va se faire enfermer à tout jamais dans un système légalisé où on va vous prendre votre souveraineté concernant vos données personnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, là, je me lance, là, si vous voulez bien, sur l'une des technologies qui va être utilisée apparemment par le ministre de la Cybersécurité pour stocker nos données personnelles. Ce serait une chaîne de blocs. Puis d'après nos analyses, on a vraiment vu que s'ils utilisent une chaîne de blocs, cela va les porter à centraliser les pouvoirs sur cette souveraineté des données, ce qui veut dire aussi que cette technologie va faire en sorte que nous ne serons plus souverains de nos données parce que ça va être géré par le gouvernement. Donc, le gouvernement va pouvoir faire ce qu'il veut de nos données, les modifier, les effacer, les censurer, etc. Ça, c'est une chose. Puis l'autre aspect, ce qu'on a su, c'est que apparemment, quand on utilise une chaîne de blocs centralisée versus une chaîne de blocs décentralisée, on envoie déjà un signal qu'on veut y brancher la crypto-monnaie parce qu'apparemment, une structure de blocs de chaîne ne peut pas fonctionner sans une devise. Donc, ça veut dire que si le gouvernement choisit une chaîne de blocs, ça veut dire qu'il a l'intention future d'y ajouter une crypto-monnaie. Et c'est peut-être aussi la raison pourquoi Desjardins a fait une demande au registraire du lobby pour être en partenariat avec le gouvernement pour le portefeuille d'identité numérique. Et donc, il y a ici des vases communicants en embryon que nous avons décelés et qui sont extrêmement dangereux au sens où c'est ça qui va nous amener à vivre dans une société de crédit social à la chinoise. Donc, une société de surveillance dans laquelle les individus n'auront pas la souveraineté sur leurs données privées. Donc là, ça pose la question effectivement de la mise en place déjà des choix technologiques. Donc, vous évoquez avec la chaîne de blocs, la blockchain, qui est utilisée notamment dans les crypto-monnaies comme le Bitcoin, par exemple, mais l'utilisation va bien au-delà des cryptos. Et puis surtout de savoir, lorsque vous dites que le gouvernement met en place ces technologies, concrètement, c'est mis en place par qui? C'est des entreprises privées qui mettent ça en place? C'est des fonctionnaires du gouvernement? Qui gère ça concrètement, le back-office, si je puis dire? Alors ça, on n'a pas encore d'idée claire là-dessus parce qu'on est vraiment sur tous les fronts en ce moment, mais ce qu'on sait, c'est que, notez-le, là, le ministre Éric Kerr s'est fait octroyer un budget de 454 millions pour mettre en place la cybersécurité.
Mais pour tout ce qui concerne les droits fondamentaux liés à la protection des renseignements de la vie privée, il a refusé un budget de, je ne sais pas c'est quoi, 12 millions de dollars que la Commission d'accès à l'information a demandé, prétextant que le public allait trouver ça une dépense trop élevée et superflue. Donc, si vous voyez là, on appelle ça le ministère de la cybersécurité. Donc, ça indique déjà que la vision du gouvernement n'est pas celle de la protection du citoyen et de sa souveraineté sur ses données. Sa vision, c'est la cybersécurité. Et là, ce qu'on fait, ça c'est l'aspect psychologique de la chose que j'aimerais amener à votre attention, c'est que les gens, plus on vit des catastrophes, plus on a l'instinct d'être en sécurité. Le gouvernement, depuis, vous vous souvenez, il y a eu une fraude, un piratage à l'interne chez Desjardins. Desjardins nous dit aujourd'hui, donnez-nous encore plus de données pour mieux vous protéger. Est-ce que c'est vraiment ça, la protection de Desjardins? Sachant qu'ils n'ont pas écouté toutes les recommandations justement de la Commission d'accès et du gouvernement pour corriger la situation du piratage. Et aussi le fait que nos données sont multipliées, ça multiplie d'autant plus le problème si on se fait voler nos données à nouveau chez Desjardins, ça va être encore plus de données. Donc, vous voyez, il y a une distorsion ici qui est volontaire ou involontaire, je ne sais pas, mais ça, là, ça ne fonctionne pas. Ce que ça veut dire, c'est que chaque citoyen doit prendre conscience que présentement, le gouvernement cherche à faire valoir l'environnement, l'écosystème bionumérique à travers la cybersécurité pour nous faire croire qu'on va être plus en sécurité si on accepte cette vision du monde. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que vos données ne seront pas plus en sécurité dans un environnement de surveillance. Vous allez être juste plus surveillés. Tandis que si on vous donne la clé de votre identifiant et que vous protégez vous-même vos données, comme dans toutes les compagnies devraient faire, c'est à vous de sécuriser vos données, votre identifiant, d'être responsable. Et à ce moment-là, Desjardins a juste à protéger son entreprise contre le piratage, etc. C'est comme ça que c'était au départ. Là, ils sont en train de distorsionner l'esprit des lois pour nous faire croire que la sécurité, c'est là-dessus qu'il faut miser plutôt que sur le respect des droits fondamentaux. Est-ce qu'on a des exemples d'autres pays qui avancent dans cette voie de numérisation, mais avec d'autres ambitions que celles que vous décrivez avec les ambitions du Québec ou du Canada? Il y a l'Estonie, je crois, qui est en Europe, qui a développé beaucoup une espèce de démocratie numérique qui est extrêmement avancée. La plupart des services publics, je pense, sont gérés de cette façon. Est-ce qu'on a des exemples aujourd'hui de pays qui avancent sur le front de la numérisation, mais avec une approche peut-être plus démocratique, plus transparente? Je ne suis pas au fait parce que c'est extrêmement complexe déjà d'essayer de comprendre comment chez soi, ils ont utilisé les lois pour en faire une distorsion telle que on mise plus sur la sécurité que sur les droits fondamentaux. Et puis, nous, en Occident, on a des droits fondamentaux que, par exemple, on n'a pas en Chine. Donc, c'est sûr que le crédit social à la chinoise était quand même assez facile à implanter, étant donné la dynamique, le régime totalitaire. Mais ici, on est en train d'instaurer dans la psychologie, à travers une psychologie de la sécurité, on est en train d'instaurer l'idée que les citoyens devraient être constamment apeurés d'un environnement bionumérique pour les mauvaises raisons. Juste pour des considérations de sécurité de données que le gouvernement a dit « on va mieux vous protéger que vous-même ». Desjardins nous dit « on va mieux vous protéger que vous-même », ce qui est totalement faux parce que ça commence par soi. Mais pour ce qui est de la souveraineté sur les données privées, moi, je dirais que l'Europe a fait un bon travail et c'est de l'Europe qu'on s'est inspiré pour créer la modernisation des lois, le projet de loi 64 et 95. Mais après, si chaque pays de l'Europe et de l'Occident décide de ne pas respecter les lois, alors qu'est-ce que ça donne d'en faire? Et c'est ça le point aujourd'hui qui est litigieux, c'est que on nous dit d'un côté, voilà, depuis 2021, on modernise les lois, projet 64, tout ça, mais en même temps, Desjardins et la Banque nationale
sont en train de transgresser 2 articles de loi, de la loi sur la protection des renseignements personnels. Ils sont en train de transgresser. Le gouvernement ne dit rien, ne fait rien. Est-ce qu'il est au courant? Bon, et c'est là que je vous dis qu'il y a un danger de vase communicant, parce que si le gouvernement ne dit rien, c'est peut-être parce qu'il y a intérêt à ne rien dire pour mieux éventuellement faire cette tractation double, miroir. D'accord. Est-ce qu'il y a des mécanismes au niveau du gouvernement, justement? Est-ce qu'il y a des chiens de garde? Est-ce qu'il y a je dirais, des observateurs de ces pratiques qui sont capables, je dirais, d'avoir un droit de regard ou un droit d'intervention ou un droit d'alerter? Est-ce que ces mécanismes existent au niveau du gouvernement? La Commission d'accès à l'information, c'est le chien de garde du Québec. Et le Commissariat de la protection à la vie privée du Canada, c'est le chien de garde canadien. En ce moment, ces 2 chiens de garde sont comme en stand-by. D'abord, comme je viens de vous le dire, la Commission d'accès à l'information n'a pas eu les budgets pour pouvoir faire son travail. Et il semble de plus que le ministre de la cybersécurité fait cavalier seul. Ça veut dire qu'il ne veut pas consulter la commission d'accès. C'est comme s'il y avait les vases communicants qui devraient exister, là, c'est-à-dire la capacité de la commission d'accès à l'information à faire son travail. Elle a été altérée par l'attitude du ministre qui fait cavalier seul puis qui s'occupe simplement de l'aspect sécurité du domaine et qui fait fi des droits fondamentaux. Et c'est ça que nous, on est en train, dans notre procédure de plainte chez Desjardins, on est en train de suivre la procédure. Si vous me permettez, je vais rentrer dans une poutine technique que je vais développer le 6 septembre en direct pour expliquer aux gens où est-ce qu'on en est dans la démarche. Il ne faut pas se décourager. Hein? On est dans une démarche administrative, puis les gens trouvent ça compliqué. Mais c'est ça la démocratie. Les gens ont accès à leur gouvernement, contrairement à la Chine. On a notre mot à dire, mais pour ce faire, il faut un peu comprendre les rouages. Puis c'est un peu ça qu'on essaye de faire, nous, à Connexion U, c'est d'éclairer les gens, de les éduquer sur les rouages à utiliser pour faire pression, pour s'assurer que vos données personnelles à vous, qui vous appartiennent en propre, vous puissiez rester souverain. Là, ce n'est pas le cas. On est en danger de perte de souveraineté. On ne parle pas de la souveraineté du Québec, on parle de la souveraineté de votre individu. Alors, ce que j'allais dire, c'est que, donc, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est qu'on est en train de suivre la procédure des plaintes que normalement on fait lorsqu'on veut demander à la Commission d'accès à l'information, lorsqu'on veut lui soulever un problème. Donc, il fallait d'abord porter plainte à Desjardins, à la Banque nationale. On a fait cette procédure-là. Beaucoup de gens ont reçu des réponses. Nous avons reçu des réponses très insatisfaisantes. Et donc, nous sommes à la prochaine étape de parler directement à la Commission d'accès à l'information et au fédéral, la même chose, de porter plainte formellement à ces entités pour les alerter et pour qu'elles fassent enquête. Il n'y a pas eu d'enquête en ce moment. Est-ce que vous avez une idée du nombre de gens, justement, qui ont porté plainte suite à votre action? Ben, c'est difficile de savoir, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ça semble avoir porté fruit parce que apparemment, ça reste à vérifier, mais au moment où je vous parle, depuis 2-3 jours, Desjardins aurait enlevé l'obligation de signer la nouvelle politique de confidentialité quand tu rentres sur leur site. Donc, apparemment, c'est enlevé. Moi, j'avais signé parce que je ne savais pas ce qui se passait, puis j'étais obligée dans le feu de l'action de mes affaires, je me suis fait prendre là-dedans et c'est ce qui m'a alertée aussi. Donc, j'ai demandé à Desjardins de retirer mon consentement. Je n'ai pas eu de réponse satisfaisante. Et donc, est-ce qu'à partir du moment où tout le monde a déjà signé, est-ce qu'on va pouvoir retirer notre consentement? Ça fait partie des questions et des démarches qu'on est en train de faire. On demande à la Commission d'accès à l'information d'enquêter sur multiples failles que nous avons identifiées pour disons, accélérer le processus de cette enquête. Espérons que la Commission d'accès à l'information aura tout le mordant qu'il faut pour donner suite à cette demande qui est extrêmement cruciale dans le contexte. Donc, intéressant, il y a peut-être la possibilité, si ça débouche, que ça fasse jurisprudence et que ça puisse effectivement avoir un impact sur d'autres établissements financiers qui pourraient avoir la même tentation de demander toutes ces informations. Alors là, on est en période électorale au Québec. Est-ce que les différentes plateformes ont communiqué sur leurs intentions en matière d'identité numérique? Est-ce qu'ils continuent dans le prolongement de ce qui a été développé? Ou est-ce qu'il y a certains partis qui se positionnent différemment sur ces questions? Est-ce que vous avez un regard là-dessus? On n'a pas fait de recherche pointue parce qu'on est vraiment arrivé là, sur ce gros clou important, justement, qui
qui va donner des outils aux partis politiques, hein, vraiment, parce qu'on est littéralement en train de faire une analyse assez pointue. On est presque en train d'écrire un mémoire. En fait, ça va finir par ça. On va écrire un mémoire qui va leur être fort utile, que ce soit pour le gouvernement ou pour l'opposition. C'est sûr qu'ils vont bénéficier de ce travail puis de cette alerte qu'on est en train de faire, parce que c'est comme si en ce moment, on est les seuls à voir cette alerte rouge. Je dirais que les politiciens, en ce moment, leurs enjeux sont beaucoup plus des enjeux, je veux dire, traditionnels. Bon, là, il y a l'inflation, il y a la langue française pour certains, il y a toutes sortes d'enjeux, mais je n'entends pas de personne prioriser cet enjeu qui est fondamental. Et donc, c'est sûr que pour nous, Connexion U, nous allons demander aux gens d'aller voir les élus. On a écrit une lettre pour les élus qui va se finaliser le 7 septembre. Donc, on va demander à tous les citoyens d'aller voir leurs candidats dans leur région pour leur soumettre cette lettre. On va envoyer aussi la lettre aux candidats. Et puis, notre objectif, c'est que personne au gouvernement ignore les enjeux que nous soulèverons dans cette lettre. Donc, tous les candidats qui auront été élus aux élections devront avoir reçu, vu, lu, pris connaissance des enjeux et ne pourront pas faire semblant que ça n'existe pas. Oui, effectivement, parce qu'on a l'impression que la plupart des hommes politiques réagissent un peu comme des pompiers par rapport à l'incendie du moment. Et puis, ils vont souvent marteler un discours sur l'actualité, donc sur l'inflation, le pouvoir d'achat, etc., ou l'insécurité. Et effectivement, là, à part l'épisode de la Caisse des Jardins, il n'y a pas eu de... C'est pas des sujets qui font la une, il y a rien de très dramatique pour l'instant, c'est très diffus. Il faut vraiment aller chercher l'information pour savoir ce qui se passe. Et si je peux me permettre une parenthèse par rapport à ça, Alain, ce qui est encore plus dramatique, c'est que, en fait, je l'ai déjà dit, hein, Desjardins a voulu jouer la carte de la transparence, donc ils ont bloqué l'accès au compte en ligne si tu ne signais pas, si tu n'acceptais pas les nouvelles conditions. N'eût été de ça, est-ce que moi, parce que j'ai aussi un compte à Banque nationale, j'ai reçu le contrat de la nouvelle politique de confidentialité, puis eux, ils ne te demandent pas la permission. Ils prennent ton consentement pour acquis. Alors, tu ne vois pas de problème si tu reçois une lettre, voici les nouvelles conditions. C'est comme n'importe quelle nouvelle condition pour lesquelles on signe sur Internet. J'accepte. OK? Mais l'enjeu est tel, puis c'est pour ça que Desjardins en a fait un truc, un avis, une notification claire. Pourquoi? Parce que, d'abord, je pense que, étant donné qu'ils sont les seuls à s'être enregistrés comme lobby, ils avaient intérêt à jouer la carte de la transparence. Ils appellent ça de la transparence, OK? Mm-hmm. C'est un jeu de mots. Parce que la transparence, dans le fond, chez Desjardins, par rapport à la Banque nationale ou les autres banques, c'est que, dans le fond, ils ont juste dit, si tu ne signes pas le contrat, les nouvelles politiques, ben, on te bloque l'accès. Les autres banques ne disent pas ça. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils vous imposent des nouvelles politiques de confidentialité qui exigent de vous que vous fournissiez des tonnes de renseignements inutiles à votre sujet. C'est ça le point. Alors, est où la transparence là-dedans? Il n'y en a pas. La seule chose, c'est qu'ils sont en train de vous dire, on a compris la loi, on est en train de s'adapter à la loi. La seule chose qui est le plus importante à retenir de cette loi, c'est qu'ils sont obligés de nommer un responsable. Chaque entreprise, mon entreprise, votre entreprise, toutes les entreprises, dorénavant, sont obligés de nommer un responsable pour gérer la question des données personnelles parce que c'est un problème litigieux. Mais c'est tellement litigieux que personne n'en parle. Donc, on parle de la sécurité. Je reviens à ça parce que les banques ne cesseront pas de vous parler de la cybersécurité. Le problème n'est pas là. Le problème, il est dans l'appropriation de nos données privées qui ouvre la porte au crédit social à la chinoise. Donc là, effectivement, si on continue dans cette trajectoire et pour arriver un peu au terme de cet entretien, si on se place un peu dans les perspectives, là, on s'est aperçu que la crise sanitaire a été l'occasion d'accélérer un peu ce processus de numérisation à travers des choses très concrètes comme le passeport vaccinal ou encore ArriveCan, qui sont deux exemples que tout le monde a pu vivre d'une façon ou d'une autre. Là, on voit se pointer à l'horizon des problèmes très sensibles au niveau de l'énergie, on parle de pénurie, on parle de pollution, on parle de crise énergétique. Donc là, vraiment,
des crises en cascade qui risquent d'arriver dans les années à venir. Est-ce qu'on va voir arriver ces fameux ces cartes de crédit, je crois que c'est Mastercard qui travaille sur un prototype de carte de crédit qui permet de comptabiliser votre empreinte carbone. Est-ce qu'on aura bientôt une surveillance au niveau de l'empreinte carbone, au niveau de la consommation d'énergie? Est-ce qu'on va être rationné sur la base de nos comportements sociaux? Oui. Qui commence à se faire déjà en Chine. C'est quoi votre vision, vous, par rapport aux 5 prochaines années dans ce domaine? Alors, toujours sous le prétexte de la sécurité de l'environnement, la sécurité énergétique, la sécurité de votre santé, toujours sous cette égide-là, on va valoriser une société de cybersurveillance. On va surveiller votre corps, votre comportement sur votre corps, votre comportement sur votre consommation d'électricité, votre consommation alimentaire, votre consommation d'eau, etc., etc., sous le prétexte qu'il y a rareté. Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas tout. Mais quoi qu'il en soit, ce que ça veut dire, c'est que et ça pose le problème de la souveraineté sur votre corps physique, là. On est rendu là. Donc, tous vos comportements vont nécessairement... Parce que là, aujourd'hui, le gouvernement parle de l'aspect administratif. C'est cute, tout le monde est content, ben oui, c'est facilitant. Qui serait contre? Alors, personne n'est contre la technologie. On n'est pas contre la technologie. Mais il faut l'adapter à l'être humain et non à une élite qui veut s'accaparer. Parce que ce qui est derrière tout ça, ce projet-là, ne l'oublions pas, c'est le désir d'accaparement des richesses de la planète par une élite. Élite qui est en train de se transformer. Avant, on avait une élite traditionnelle basée sur la nature. Maintenant, on a une élite numérique qui dénature. Pourquoi ils font fi de la nature? C'est pour mieux la breveter. Donc, c'est-à-dire que l'aspect de numérisation du vivant, que ce soit le corps avec le transhumanisme, que ce soit la surveillance qui vous dit comment vous comporter, que ce soit sur la faune, la flore, tout va être fait pour breveter, pour s'approprier, mettre une puce sur chaque chose, ce qui soulève la question à qui appartient votre bras, à qui appartient votre corps, à qui appartient la plante. C'est déjà commencé avec Monsanto. Monsanto devient propriétaire d'une fraise parce qu'il a mis un génome X dedans. Donc, il n'y a personne qui peut prétendre être propriétaire des fraises de la planète Terre. Mais si tu mets un brevet sur un génome dans la fraise, tu peux devenir. Alors, c'est le même concept à une échelle élargie. Puis, on nous conduit vers ce monde sous le prétexte qu'on devrait être insécure dans tous les domaines de notre vie. Bien sûr, il y a des catastrophes, mais pourquoi susciter dans la psyché des gens une psychose collective, une tension permanente, comme quoi on n'est pas en sécurité dans notre monde, alors qu'il y a plein d'autres solutions qui émergent de la société civile, qui retrouvent son équilibre, etc. Les accapareurs de richesses déséquilibrent la planète. C'est pas compliqué. Alors, il faut absolument les encadrer. J'ai le goût de dire, ce n'est pas au gouvernement à nous surveiller via les GAFAM puis les infonuages de ces entités numériques. C'est au peuple à surveiller ses élus et c'est exactement ce que Connexion U est en train de faire. Et c'est ce qu'on demande à tous les citoyens de faire avec nous parce que si on ne le fait pas maintenant, la porte va se refermer dans une forme de légalisation qui va vous faire perdre votre souveraineté sur votre vie, sur votre corps et sur votre manière d'être libre, de vous comporter. Ok, Sylvie, écoutez, je propose qu'on en reste sur ces mots de conclusion qui donnent une perspective et puis qui demandent à chacun de prendre ses responsabilités par rapport à ces questions fondamentales. Donc, Sylvie Bergeron, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes la présidente et cofondatrice de l'OBNL Connexion U, qu'on peut retrouver bien sûr en ligne. Merci d'avoir participé à cette émission ici, maintenant, autrement, de Libre Média. Donc, Libre Média qui existe pour vous et grâce à vous. Alors, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner ou à faire une contribution afin d'aider à défendre la liberté de la presse au Québec. Merci à tous et à très bientôt.